Maître Bonnard, vous nous avez expliqué que c'est donc le droit international qui a sauvé la cour d'appel de Chambéry en 2007. Pouvez-vous nous dire comment cela s'est passé concrètement et quelle a été la position des barreaux de Savoie? Autrement dit, avez-vous eu des confrères qui vous ont soutenu? Et sinon, pourquoi à votre avis? Plusieurs questions en une. Mais d'abord, comment un individu, un avocat, a-t-il pu, à lui tout seul, fournir des arguments juridiques qui fassent reculer le gouvernement français qui avait programmé la fermeture d'une cour d'appel, et même en réalité d'une demi-douzaine? Tout simplement parce que les droits de la Savoie sont inscrits dans le marbre d'un traité international. Ce qui fait que la France peut administrer la Savoie depuis 152 ans, c'est le traité international signé à Turin le 24 mars 1860, le traité d'annexion, le traité de rattachement de la Savoie à la France. Et l'article 1er de ce traité précise bien que la Savoie est rattachée à la France dans l'état de ses droits. C'est-à-dire qu'elle possède des droits et la France a des obligations de respect de ses droits, au rang desquels se trouve le maintien de la cour d'appel de Chambéry et de toutes les juridictions qui en dépendent. Cela se trouve dans le texte du traité, mais cela se situe également dans un document juridique qui fait partie des 3 mètres cubes que je récupère de manière miraculeuse et dont je fais immédiatement des photocopies que je distribue à l'avocature et à la magistrature locale en leur disant qu'il convient de reprendre les arguments de nos aïeux, en tout cas des barreaux de Savoie en 1880 et en 1900, lorsque des premières tentatives de remise en question de la cour d'appel de Chambéry avaient eu lieu 20 ans ou 40 ans après le rattachement. À l'époque, un certain nombre d'avocats avaient vécu, en 1880, un certain nombre d'avocats avaient vécu le rattachement de 1860, avaient noté certaines promesses, et notamment de respecter les droits et procédures de la Savoie et l'implantation des tribunaux de l'époque. De sorte que en 1880 puis en 1900, un peu plus tard, ils ont rappelé tous ces engagements, ils ont noté les noms, les dates de ces promesses, ils ont exposé le statut particulier et dérogatoire de la Savoie. Ce rapport des cotes, je l'ai retrouvé, je l'ai diffusé. Dans ce rapport des cotes, il y a le nom de certains avocats de cabinets prestigieux qui continuent d'exercer, parce que de père en fils et par tradition familiale, certaines familles exercent encore. Et je m'attends à ce que ces confrères-là, au moins ne serait-ce que par fidélité et par solidarité familiale et historique, viennent me soutenir. Il n'en a rien été. C'est tout seul que je rencontre le procureur général, M. Ferrero, que je lui remets dans son bureau un exemplaire du rapport des cotes, que ce rapport des cotes, il se retrouve 48 heures plus tard à la une du Dauphiné comme étant la preuve que la fermeture de la cour d'appel de Chambéry est impossible. Ceci pour dire que le droit international et le statut juridique de la Savoie, c'est le secret de Polichinelle. Les barreaux le savent, puisque les barreaux, à plusieurs reprises, ont même fait des travaux de synthèse qui ont compilé tous les caractéristiques et tous les privilèges, au sens noble du terme. Lorsque la Savoie est récupérée par la France, elle est récupérée sous la condition d'une récupération dans l'état de ses droits. Quels sont l'état de ses droits? C'est notamment le droit au maintien des juridictions de la Cour d'appel de Chambéry, mais c'est également le respect de la neutralité et des zones franches qui concernent la partie, pour la zone franche, la zone frontalière entre la Confédération helvétique et la Savoie. Quant à la zone neutre, elle couvre l'intégralité de la Savoie, avec une zone neutralisée, c'est-à-dire une zone dans laquelle on ne peut pas faire de mouvements de troupes ou de combats. Et
j'en viens à la deuxième partie de votre question. Pourquoi est-ce que les barreaux me laissent dans ce splendide isolement d'être le seul avocat qui se bat en brandissant les droits sacrés et éternels reconnus à la Savoie, y compris par écrit, par les autorités françaises de la fin du XIXe siècle et du début du XXe? Pourquoi est-ce que je suis seul? C'est parce que les barreaux ont des choses à se reprocher. Lorsqu'en 1914-1915, des levées de troupes importantes de jeunes savoyards a lieu, cela se fait en violation du statut de neutralité et des droits de la Savoie qui découlent des traités de Vienne, c'est-à-dire de la fin du Premier Empire français, lorsque la Savoie, qui avait été annexée par la France en 1792 jusqu'en 1815, avec la défaite de Waterloo, la Savoie a perdu la France. Et elle a perdu la France et des privilèges ont été internationalement reconnus par les puissances européennes à la Savoie, une zone franche, une zone neutre. De sorte que... Cette zone neutre empêchait en fait la France... Normalement, en 1914-1915, il n'y aurait pas dû y avoir de levée de troupes, il y aurait pu y avoir des conscriptions volontaires de Savoyards qui de la France, auraient eu la fibre patriotique de vouloir rejoindre les troupes françaises qui se... Mais pas d'une manière obligatoire. Mais en tout cas, on ne pouvait pas les forcer. Ils avaient le droit de ne pas y aller. À cet égard, lorsque je donne une première conférence à Moutier sur le sujet du statut juridique particulier de la Savoie, nous sommes en 2007-2008. Et bien, j'ai une vieille dame qui descend de Tignes d'un hameau qui a 103 ans, qui vient, c'était assez émouvant, avec ses beaux yeux bleus pleins de larmes, me dire avant de mourir, je suis descendu de mon village que je n'ai pas quitté depuis 20 ans, pour venir témoigner, vous remercier, il faut que ce soit un avocat français qui vienne nous défendre, car mon père a été monté de force lorsque j'étais enfant dans les camions de la gendarmerie de Moutier, il a été envoyé au front et il est mort dans les premières heures de combat. Et effectivement... Il n'aurait pas dû y aller. Effectivement, il avait le droit de ne pas y aller. Elle m'a même précisé qu'il brandissait à la main les papiers qui prouvaient qu'il avait le droit de ne pas aller à la guerre. Et il y est allé quand même. Les premiers combats entre la France et la Savoie, entre la France et l'Allemagne, ont lieu dans les Vosges, et chacun peut constater que les premiers contacts, ils sont entre les troupes alpines et l'armée allemande. C'est-à-dire que les troupes alpines, les troupes de Savoie avaient été non seulement levées alors qu'ils n'auraient pas dû l'être, mais en plus elles ont été levées en avance. Une petite anecdote, le chemin de fer qui désenclavait Bourg-Saint-Maurice, le dernier tronçon de voie a été terminé et construit à la hâte, et le premier convoi qui a circulé sur cette voie désenclavant Bourg-Saint-Maurice, c'est les troupes le train de troupes qui partait pour les Vosges, en parfaite violation. J'ai donc, je pense, répondu à votre question. Je ne suis pas aidé par les barreaux, je suis encore dans une situation d'isolement, liée au fait que les barreaux de Savoie ont des choses à se reprocher, et d'autre part que, évidemment, depuis 2007, j'ai avancé, c'est la première fois depuis 150 ans que la Savoie bénéficie d'un travail à temps complet par un avocat qui a essayé de recevoir, de récupérer tous les éléments de preuve de ce statut dérogatoire, particulier, privilégié de la Savoie et de ses populations. De sorte que cette défaillance des barreaux, elle est double. Elle est lorsque ils auraient dû brandir la neutralité, en tout cas en faire état, et défendre un peu l'intérêt général, et deuxièmement, parce que depuis 2007, m'ayant laissé avancer tout seul, il est assez compliqué en 2012 de venir avec 5 ans de retard m'aider et dire que ce que je dis c'est très bien et que je l'ai dit tout seul, criant, isolé,
les droits de la Savoie dont maintenant les barreaux vont devoir tenir compte et vont éventuellement bénéficier et faire bénéficier toute leur clientèle. La défaillance des barreaux n'est pas l'apanage des barreaux d'ailleurs. Hein. Les notaires de Savoie savent très bien que un statut dérogatoire, une fiscalité particulière pourrait être mise en avant. Ils se gardent bien de le faire parce que c'est plus pratique et que c'est plus rémunérateur de faire semblant d'oublier qu'il y a des choses particulières et des droits particuliers de la Savoie, mais je remarque que, par exemple, les notaires du Val d'Aoste le savent très bien, que lorsqu'ils règlent une succession à cheval sur l'Italie et la France, les droits de la Savoie sont applicables, et ils ne manquent pas de le faire. Ceci aboutit à la conclusion suivante. Ce traité de 1860, il confère des droits particuliers à la Savoie et à ses populations. Les barreaux n'ont pas spécialement envie aujourd'hui de déterrer le cadavre parce que ça mettra en exergue leur défaillance durant la Première Guerre mondiale à protéger et à proclamer que la neutralité empêche de faire n'importe quoi. Et puis également parce que depuis 2007, cet isolement et cette rupture de ban que je suis obligé de vivre parce que je subis à ce moment-là des pressions considérables. Autant jusqu'à la fermeture jusqu'à le sauvetage de la cour d'appel de Chambéry, on me regarde comme audacieux, comme un peu naïf de croire que je vais y arriver tout seul. Mais ensuite, une fois que j'y arrive, disons que ça pourrait s'arranger. Or, ce n'est pas ce qui se passe. C'est pire. C'est là que je reçois les premières pressions, à la fois du barreau et à la fois de l'État français.